Alors, nous sommes le mercredi 28 février 2024. Karine Bonneval. La première question que je souhaitais te poser, c'est peut-être on va profiter de ton actualité au domaine de Chamarande, avec l'exposition Se planter. Récolter la pluie et cultiver le soleil, c'est l'inverse. Récolter le soleil et cultiver la pluie. Puisque cette exposition retrace quand même en bonne partie, même si ça n'est pas exhaustif, mais en bonne partie ton parcours. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette, on va dire, première démarche autour de la plante colonisée, la plante domestique, jusqu'à aujourd'hui, le rapport physique, corporel de l'ensemble des vivants, de l'humain avec les plantes? Il faut déjà remonter un peu une forme de biographie parce que je me suis rendu compte que c'était comme ça que j'étais la plus pertinente aussi pour partager des projets avec d'autres finalement. C'est-à-dire que quand je suis sortie des arts décoratifs de Strasbourg, on avait un enseignement qui disait au contraire qu'il fallait s'éloigner de qui on était et tout ça. Et je patouillais un peu dans cette sphère d'essayer d'appliquer quelque chose qui finalement m'était assez impersonnel. Même si j'avais justement commencé à travailler pour mon projet de diplôme DNSEP aux arts décoratifs de Strasbourg sur des dispositifs portables, dont certains étaient avec des plantes, et j'avais déjà travaillé avec des botanistes de la serre du jardin botanique de Strasbourg, donc rien n'est innocent, et j'avais aussi un voisin qui était scientifique, donc c'est assez rigolo quand je retrace le parcours. Mais avant tout, je suis née à La Rochelle. Donc La Rochelle, c'était un des ports du commerce triangulaire, et il y avait à côté de chez ma grand-mère un muséum d'histoire naturelle au cabinet de curiosité assez incroyable qui me terrifiait quand j'étais petite parce qu'il y avait des têtes réduites, tout ce qu'on ne voit plus maintenant dans les musées, des choses assez étonnantes, une très très grosse collection d'Océanie. Et j'ai été complètement baignée dans ce climat comme ça d'un art très vernaculaire, donc fait avec ce qu'on avait autour de nous. Du coup, l'Océanie, pas de bois, donc beaucoup de textiles, beaucoup de choses assez légères finalement, de tressage, de plumes, de choses comme ça, de matière organique. Et c'est vrai que ce côté du voyage, de ce qu'on ramenait, de l'exotisme. Et donc c'est vrai que ça a été un des premiers axes. J'ai toujours été élevée au milieu des plantes. Ma grand-mère, mes grands-parents avaient un jardin potager dans lequel ils cultivaient des légumes qu'ils mangeaient. Donc j'ai été vraiment tout le temps là-dedans. Et à un moment donné, en tant que jeune adulte, j'ai fait coïncider cette idée de qu'est-ce que c'est qu'une plante finalement dans mon regard de l'époque. Et je l'ai tout de suite liée à toutes ces grumes de bois que je venais, parce que le port de la Palisse c'est toujours un gros port de commerce industriel, et toutes ces grumes de bois exotiques donc, qui arrivaient d'outre-mer. Et donc j'ai retracé naturellement ce parcours, puisque La Rochelle était aussi une ville d'armateurs, et qu'en plus elle a fait sa fortune sur le commerce triangulaire, donc particulièrement du sucre et des esclaves qui allaient cultiver ce sucre, notamment sur l'île de Saint-Domingue. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à creuser avec un savoir plus muséal. Donc là vraiment c'était le cabinet de curiosité, le musée. Il y avait une bibliothèque scientifique très ancienne dans ce musée où il y avait justement les campagnes napoléoniennes, des explorateurs, et il y a notamment un explorateur, Aimé Bonpland, qui est né à La Rochelle et qui lui a travaillé, notamment il est connu pour avoir fait toute la partie botanique avec Humboldt. Et c'est lui notamment l'inventeur de ces cartes des premières géographies de la plante en fonction de l'altitude. C'est un très très beau document. C'est les premiers à avoir réfléchi qu'effectivement une plante en fonction de la hauteur à laquelle elle poussait, enfin c'était pas les mêmes biotopes, donc c'était pas les mêmes types de plantes par exemple. Et donc tout ça m'a vraiment ce côté, au départ c'était vraiment le savoir, mais après j'ai compris que cette figure de l'explorateur elle pouvait être plus ambiguë, puisqu'évidemment elle, par la plante toujours, mais qu'elle véhiculait aussi des formes de pouvoir de l'Europe en fait, un pouvoir très centré, voilà, masculin, européen, et avec un pouvoir de domination sur le reste du vivant étranger d'outre-mer, quoi, le lointain. Et donc, et cette transposition, je l'ai bien croisée aussi
dans une lecture qui était à rebours de Des Esseintes, où il y a justement toute cette bascule. J'étais fascinée par le monde des serres, justement, ces mondes. Donc il y en avait une très grande à Strasbourg. Euh, Ces mondes clos où on a tous ces biotopes reconstitués, mais avec des étiquettes complètement mis sous cloche, entretenus comme des sortes de bêtes de concours. Enfin, il y a tout ce côté magnifique, boîte à bijoux, et en même temps très étrange parce que c'est tout sauf l'état naturel de ces plantes-là. Et j'ai commencé à me dire, mais pourquoi? En fait, je suis revenue à cette question, pourquoi ça me fascine finalement? Quel est ce drôle de lieu? Et, euh, et donc j'ai vraiment croisé ça en 2000. Donc voilà, moi j'ai fini mes études en 94-95 et donc j'ai commencé à réfléchir à ces problématiques-là. Et en 2000, je suis allée en Guyane et je suis retournée plusieurs fois en Oui, Guyane. tu vois, dans toutes nos discussions jusqu'à présent, tu m'avais parlé de La Rochelle, de ton enfance et de ce voyage en Guyane enfin, dont tu vas nous parler, Ouais, mais qui est assez fondateur. oui. Mais jamais de ce musée. Oui, C'est marrant. bah oui, oui, parce que si tu veux, c'était vraiment la préhistoire. C'est-à-dire que ça, c'était même quand j'étais aux Beaux-Arts d'Angoulême. Donc Ouais. j'ai passé mon année à travailler. En fait, c'était rigolo ce musée. Je rentrais dedans, je payais plus. En fait, j'y allais depuis que j'étais bébé. Ma grand-mère, vraiment, elle habitait à 500 mètres. Du coup, j'y étais, mais tous les week-ends, c'était complètement obsessionnel. Et j'ai fait mon diplôme, j'étais en art graphique aux Beaux-Arts, j'ai fait mon diplôme sur ce musée. Enfin, j'étais vraiment complètement absorbée. Voilà, j'étais pote avec la bibliothécaire après tout ça. J'étais absorbée par ça. Oui, oui, c'était vraiment un monde qui me fascinait. Il y avait tout, tu vois. C'était le monde parfait. C'est vrai maintenant que tu me racontes ça, les tenues d'explorateurs, il y a un côté muséum, Saccharomania, il y a un côté aussi très cabinet de curiosité, même Ouais. les portraits de sol. Ah mais c'est alors en plus tous les dispositifs en rond et ça a été vraiment renforcé par la muséographie tu vois du jardin botanique de Berlin que j'ai croisé qu'en 2015 donc beaucoup plus tard. Il y a en plus une muséographie qui date de plus récemment là vraiment de la manière de montrer la science, en tout cas d'avoir un côté un peu éducatif. Tu sais, justement, les premières manières de montrer, c'est très comme ça, dans des cercles. Tout ce côté, ces formes-là, elles viennent vraiment aussi d'une manière de mettre en Mm. scène, de savoir. Et là, un peu plus récent, mais c'est encore des choses que j'ai pas connues, parce que moi je suis en 70, donc tu vois, c'est pré-70. Et en fait, c'est des univers dans lesquels je me sens super bien, tu vois, c'est des atmosphères, des odeurs aussi, en fait, Oui. c'était vraiment quelque chose d'hyper, tu vois, le parquet. Mm. Et après, encore une fois, ce que j'aimais bien, et c'est sûrement ce que j'ai retrouvé dans la forêt dans un tout autre genre, c'est qu'en même temps, c'était un peu effrayant. Il y avait un côté, en tout cas, ça procurait, c'était pas juste un univers d'artefacts morts, tu vois, ça me procurait vraiment des émotions, quoi. Il y avait quelque chose de très fort. Et effectivement, c'était une entrée voilà, c'était pas le musée des Beaux-Arts, tu vois, c'était autre chose, c'était une Mm. entrée par la manière de fabriquer avec son lieu, créer un univers des croyances à partir de ce qui nous entoure. Je pense que ça m'a Et marqué. est-ce que c'est ce qui va te faire partir en Guyane ou... Pas du tout, non, là, c'est le hasard de ma Donc vie. c'est en 2000? En 2000, ouais, Ouais. pile en 2000, je suis partie une première fois avec mon copain de l'époque qui était architecte et qui préparait un concours d'architecture sur l'architecture tropicale en fait. Et donc on était hébergé par un cartographe à Cayenne et je sais pas, j'ai eu un choc, mais vraiment, c'est vraiment ça qui m'a fait prendre conscience que jusqu'à présent, pour moi, la plante, c'était justement la plante, voilà, la plante exotique, donc la plante qu'on a ramenée de loin, mais qui est bien au sage dans son pot ou dans une serre. Voilà, tout le monde se tient à sa place, mais qui n'est pas, enfin, c'est la place qui est déjà ramenée vers l'homme. Et après, la Guyane, tout à coup, elle m'est tombée dessus vraiment. C'est-à-dire que tout cet univers, là, je sentais vraiment l'être vivant. C'était comme rentrer dans un organisme plutôt. C'est-à-dire qu'il y avait cette complexité d'un intérieur de quelque chose. Et en plus, évidemment, bah, j'avais aucun code de reconnaissance des sons, des odeurs. Tout était étrange. Et on sent, c'est immédiat là, alors que voilà, je pique-niquais très fréquemment en forêt et tout ça, mais j'avais jamais ressenti euh, la plante comme un être vivant et d'être à l'intérieur d'eux. En fait, c'était vraiment cette idée d'être à l'intérieur d'eux qui m'a.
Je l'ai décrypté que longtemps après, en fait. Au départ, c'est pareil, j'étais que sur une émotion, sur le choc, parce que c'est magnifique, tu vois, le choc de la découverte des rencontres, justement, humaines, bien sûr, mais aussi animales, végétales, que tu peux faire dans ces forêts, parce que c'est du hasard, donc tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Et j'ai eu la chance, en plus, pareil, par des amis interposés, de, de côtoyer plus quelqu'un que j'avais rencontré à Paris, qui vit en Guyane, Fausto Staras, qui est un... En fait, il est prof d'histoire géo, mais il habite là-bas depuis 40 ans maintenant. Et il a fait... C'est le spécialiste des serpents de Guyane, et aussi... voilà, donc il est herpétologue. Euh, et, et donc lui, c'est un grand sportif, il te trimballe dans la forêt, voilà, à coups de machette, enfin, il y va au bateau, enfin, on a fait des petites explorations comme ça. Et donc j'y suis retournée régulièrement, même là, ça fait longtemps qu'on n'y a pas été. Après le Covid, on s'est vu à Paris, mais depuis, ça a un peu coupé la relation. Mais voilà, en tout cas, j'avais besoin de ce choc déclencheur pour comprendre aussi que c'était quelque chose de vivant. C'était pas quelque chose, justement, que c'était un autre être vivant. Et plutôt que de m'y intéresser par le savoir-faire ou le savoir scientifique, de m'y intéresser vraiment comme un autre être. Mais pour ça, il m'a fallu encore plus de temps. Et effectivement, ça a été la rencontre avec Karen Houle. Et ça, on fait un saut dans le temps, puisque ça, c'était en 2012. C'était à l'occasion Autre rencontre fondatrice. Voilà, c'est ça. C'était vraiment grâce à Valérie Knoschel, qui avait fait un débat manège. Donc il y avait Gilles Clément, Karen Houle et moi. Et c'était à l'occasion de l'exposition justement de plantes colonisées que j'avais faite à la Maréchalerie à ce temps-là. Donc ces plantes qu'on ramène vers l'humain de force avec des ajouts artificiels. Et il y avait aussi des odeurs qui avaient été créées par un nez, Alinor Massenet, et qui avait recréé justement des odeurs avec des composants artificiels mais qui sentaient le sous-bois, et des odeurs 100% naturelles mais qui sentaient le plastique. Donc on avait comme ça une sorte d'inversion des codes et un trouble sur le naturel et l'artificiel. Et c'était le hasard, on dormait dans le même hôtel avec Karen et on s'était jamais vu avant. Karen qui est philosophe, alors canadienne. Oui, à l'époque elle était philosophe et poète, elle dit poète. À l'université de Guelph, elle était enseignante en philosophie, mais à la faculté des arts plutôt. Et c'est une philosophe de l'éthique. Et donc elle était vraiment là pour parler justement de ce que, puisque c'est une deleuzienne, hein, c'est vraiment de ce rapport de qu'est-ce que c'est que finalement le devenir plante, où on en est par rapport à ça. Bon, c'était en 2012, donc c'était un petit moment. Et c'est vrai on est rentrés ensemble en métro, et du coup, c'est long pour rentrer à la Maréchalerie. Et on a eu vraiment pas mal de temps pour échanger. Et moi, j'en étais à ce stade de repartir sur les bases que j'avais, la plante qu'on a ramenée de force, comme on a ramené les humains et qu'on exploite. Et elle a commencé à me parler de ce qui... j'avais lu, on commençait à en parler un petit peu, notamment, même si Stefano Mancuso, il n'était pas très connu à cette époque-là, en tout cas pas à ma connaissance, mais c'était vraiment... elle posait ça comme un postulat philosophique, finalement, que les scientifiques prouvent des choses du comportement de la plante de plus en plus fin. On voit que la plante, elle interagit de manière très fine avec son environnement, mais que finalement il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à prouver, donc qui n'existent pas dans l'esprit scientifique actuel, et qui sont plus justement de cet ordre du devenir plante, c'est-à-dire quel est le comportement, quelles sont les décisions de la plante, est-ce qu'il y a une volonté derrière, mais qu'on ne peut pas relier à des organes qui sont comme les nôtres. Et que il y avait une zone blanche aussi dans les échanges des plantes entre elles, des plantes avec les humains, et que finalement ça l'a ramené comme ça à un être avec lequel on pouvait interagir. Et ça m'a vraiment transportée. Et c'est vrai que jusqu'à présent, donc, jusque quand j'ai commencé à travailler justement sur la plante exploitée, donc la plante comme les agrocarburants, ou des choses comme ça, ou alors vraiment la plante colonisée et la figure de l'explorateur. Donc il y a eu quand même pas mal de temps entre la fin des années, juste un peu avant 2010, quoi, 2007, 2005, ouais, 2005 je dirais. Oui, Granola c'est 2007. Mais j'ai mis 2 ans à la faire, ouais, parce que c'était en résidence à Limoges.
Mais j'ai commencé à travailler là-dessus en 2005 à peu près, et avec les phylloplasties, donc ces plantes colonisées, même si l'exposition à la maréchalerie s'est faite plus tard, je les avais déjà montrées à d'autres endroits. Et ce temps 2012, donc il s'est passé un certain nombre d'années, et tout à coup, et je me suis dit que peut-être que les scientifiques n'avaient pas la réponse à tout, mais qu'en tout cas aujourd'hui, c'était sûrement, plutôt que d'interroger les livres, le passé de notre histoire en tant qu'Européens, ce serait intéressant d'interroger des formes d'un savoir quand même très, très spécifique. Et donc j'ai eu de la chance parce que c'était donc en 2013 ou 2014, juste après, donc qu'ont commencé les Diagonales Paris-Saclay avec les partenariats Arts et Sciences. Et donc à l'époque, c'était assez simple, il suffisait d'envoyer un mail à la personne chargée de la communication. Donc je n'avais jamais mis les pieds là-bas. Et j'ai envoyé un mail avec mon book en disant j'aimerais beaucoup collaborer autour voilà, de ces notions de plantes, du comportement de la plante et de nous en tant qu'êtres humains au milieu de ça. Et j'ai eu une réponse et c'était Claire Damzin qui m'a répondu tout de suite. Voilà. Qui t'accompagne depuis, que tu accompagnes aussi. Voilà. Et on a, ce qui est assez beau, c'est que du coup c'est devenu un vrai partenariat parce qu'on a évolué toutes les deux. C'est-à-dire que moi quand j'ai rencontré, elle travaillait vraiment, elle était enseignante-chercheuse autour des échanges de CO2 de l'arbre en forêt de Rambouillet, et que depuis elle mène des UE sur justement complètement d'autres choses, sur justement des notions aussi où elle va élargir les savoirs à d'autres savoirs non européens et non scientifiques. Elle va élargir aussi à d'autres types de pratiques. Elle-même, elle a une pratique de méditation, par exemple, de respiration. Et c'est des choses qu'en fait, on a développées à l'issue de notre rencontre commune. Je pense que ça nous a vraiment... voilà, ça a été aussi un jalon. Moi, je suis arrivée avec tous ces questionnements portés par Karen, qui restaient en fil rouge... En fait, on a eu des grands échanges par mail parce qu'elle est retournée à Guelph. Donc, techniquement, on n'a jamais réussi en plus à monter des projets où on pourrait travailler toutes les deux jusqu'à l'année dernière, en fait. Que ce soit à Orsay ou à Guelph. Et donc, du coup, on a continué à échanger beaucoup. Et c'est vrai que ça a été une nourriture, un peu comme ça, une sorte de fil qui me maintenait. Mais ce que tu racontes de ton compagnonnage, hein, on va le qualifier comme ça, avec Claire Damzin, qui travaille donc à l'université Paris-Saclay. Je trouve que c'est très intéressant parce que quand on parle de collaboration art-sciences, donc entre artistes et scientifiques, souvent on va se dire que l'artiste c'est un peu comme le fou du roi en fait, ou que le scientifique il a besoin du petit grain de folie ou de l'ouverture d'esprit de l'artiste pour avancer dans sa recherche. Mais souvent, on l'envisage que dans un seul sens et de manière assez anecdotique. Alors que là, avec Claire, par exemple, c'est une vraie collaboration, c'est un vrai compagnonnage. Je trouve que le terme est intéressant. Dans le sens où vous avez chacune évoluer, même si j'aime pas trop ce terme, mais dans vos réflexions, dans vos pratiques en lien avec le quotidien, la société, etc. Mais que ce compagnonnage a nourri chacune d'entre vous, en fait. Ouais. C'est ça qui est hyper riche. Mais je pense qu'en plus, à mon avis, il y avait pour Claire et pour moi, alors je m'avance peut-être un peu, mais d'après ce que je me rappelle, les discussions qu'on a eues, je crois que ça arrivait au moment où c'était peut-être pour moi une forme d'intuition, où j'en avais marre aussi de la forme que prenait mon travail. Il y avait une sorte de routine, genre je lisais des choses, je faisais des tests, je produisais des pièces dans mon atelier et je les montrais en expo. Et c'était ça mon cycle. Et à un moment donné, je trouvais que c'était mort pour le coup. Il y avait quelque chose d'un peu mortifère dans cette pratique-là et elle me correspondait sûrement quand je suis sortie d'école, mais 10 ans après, elle ne me correspondait plus. Et tout à coup, justement, de commencer assez tardivement, comme ça, de commencer à réfléchir avec quelqu'un d'autre qui m'a tout de suite... Puis alors, la deuxième chance, c'est que les écophysiologues, donc ce que fait Claire, c'est avant tout une étude sur le terrain, puisque c'est ça l'idée, c'est qu'on étudie la plante dans son environnement naturel, en tout cas les écophysiologues des plantes. Et donc tout de suite, c'était pas du tout une recherche trop abstraite, c'était au contraire vraiment au contact avec les arbres dans la forêt,
J'étais avec les scientifiques et elle m'a tout de suite emmenée sur le terrain. J'ai fait beaucoup de terrain avant qu'on puisse collaborer. Et tout à coup, pour moi, c'était une prolongation et j'étais dans la vie, quoi. J'étais aussi, tout à coup, je sortais de mon atelier, j'étais avec des équipes et je pouvais leur poser plein de questions et on était voilà, sur le terrain avec les arbres et ça m'a paru très fluide et ça m'a complètement bousculée parce que je me retrouvais aussi face à des outils pour lesquels je ne suis pas très sensible a priori, voilà, beaucoup d'électronique aussi, des choses un peu comme ça qui n'étaient pas trop ma came quoi, au départ, et mais qui avaient un but très précis et voilà, on avait des manips à faire et ça m'a vraiment ouvert un champ qui me sortait voilà, de ce qui aussi peut-être, enfin j'avais peut-être envie de me débarrasser de cette peau-là aussi finalement. Et je pense que Claire, elle en était arrivée là aussi de son travail et elle trouvait ça très lourd à l'époque et elle n'aimait pas la manière dont ça s'articulait. Et je pense que ça lui a donné une sorte de permission finalement qu'il y ait comme ça ces projets aussi à la diagonale finalement que tout à coup qu'elle puisse se dégager du temps pour travailler avec des artistes et qu'elle puisse exister en collaboration dans un autre registre, ça, tout à coup ça lui a permis de faire ces autres activités qu'elle aussi elle avait à côté, mais sans se dire mais finalement c'est pas scientifique, ça, c'est pas... Et je pense que c'était le bon moment pour toutes les deux et c'était le bon moment aussi dans la société parce que c'est vrai qu'à partir de ce moment-là a commencé à éclore 2015, c'est à peu près le moment clé où a commencé à sortir plus de choses justement sur les thématiques de la plante, sur... oui, il y a eu beaucoup plus d'intérêt sur ça, vraiment stricto parler, l'idée de qu'est-ce que c'est qu'une plante finalement? C'est un être vivant parmi nous, mais en fait c'est un alien, quoi. C'est vraiment alien dans le sens anglais du terme qui veut dire, ça veut pas dire extraterrestre en anglais, ça veut dire ce qui t'est étranger. Et c'est vraiment l'être vivant qui est très étranger à nous. Il y en a plein d'autres, hein, mais celui-là, on le côtoie au quotidien, on le voit, il est très visible. C'est justement, il n'est pas de l'ordre de la bactérie. Et en même temps, on ne le connaît pas, on le connaît mal, et on interagit mal du coup avec eux, quoi. Et je trouvais ça vraiment génial. Et Claire, elle avait tout de suite cette sensibilité. Ça a collé tout de suite, quoi. C'était très simple de travailler avec elle. Et tu travailles toujours avec elle. Et je travaille toujours avec elle. Et c'est ça aussi que je trouve très intéressant, c'est que les collaborations que tu mènes avec des scientifiques, c'est des collaborations de long terme. Si par exemple, on prend tout le travail que tu mènes depuis très longtemps avec l'INRAE et PIAF à Clermont-Ferrand, oui. C'est Eric Badel, c'est ça Badel, ouais. Avec Eric Badel. Ça remonte à très longtemps et là justement ensemble avec Siana on est en train de travailler sur une nouvelle proposition et Guillaume Hussler de l'Université d'Evry sur une nouvelle proposition pour avec où on utilise encore cet outil du Baby Piaf, où tu vas encore utiliser cette et tu as commencé à travailler avec 2018. Ouais, c'est ça, 2018. Et en fait, ces collaborations de longue durée se développent aussi avec plusieurs pièces, plusieurs créations artistiques, en fait, que toi, tu vas produire au fil des recherches. Et la sensation que j'ai, c'est que là, par exemple, si je reviens à l'exemple du projet actuel d'installation de feuilles reliées grâce au PPPF sur laquelle on veut travailler, c'est encore une nouvelle direction en fait du projet que tu as envie d'expérimenter en fait. Comme un scientifique finalement. Enfin, il y a un côté... Alors, c'est ce que Fanny Ribac, bioacousticienne à Paris-Orsay, te le dira. En fait, on avait fait une interview et elle avait dit, du coup je le sais parce qu'elle l'avait dit devant moi, j'ai une manière finalement de réfléchir et d'organiser ma pensée qui est très scientifique visiblement, j'en sais rien parce que j'ai fait des études d'art, mais encore une fois quand j'étais à Strasbourg, mon voisin d'en face était un généticien et on était super potes et je pense qu'il y a quelque chose comme ça dans une manière d'avancer un peu rhizomatique, un peu... Ça c'est sûr. Rhizomatique, la première fois qu'on s'est rencontrés... Oui, voilà, je sais, je perds tout le monde. Je me suis dit... Waouh, j'essaie de me calmer, mais c'est compliqué. Mais sans... Non, parce que, enfin... ta pensée, elle reste très claire.
Mais oui, C'est rhizomatique, qu'elle il se faut... développe. Ouais. Et tout à coup aussi, ce qui est intéressant avec les scientifiques et ce que j'ai découvert en travaillant avec eux, c'est aussi que mon temps correspond à leur temps. C'est-à-dire que je ne peux pas faire des trucs express, c'est pas genre je vais 15 jours dans un laboratoire où j'ai rencontré les personnes pour la première fois et on va pondre un projet au bout de 15 jours, ça marche pas du tout comme ça. Euh, on s'apprivoise déjà, donc on parle beaucoup, on va sur le terrain s'il y a du terrain et on regarde les outils scientifiques qui servent, hein, tout ça on décrypte ensemble. Et après, une fois qu'on s'est apprivoisé comme ça, il y a des temps, voilà, ça peut durer des années. Le Pépi Piaf, je m'en rappelle, Eric, il me l'a montré comme ça parce qu'il équipait un arbre. On faisait autre chose à l'époque, on travaillait sur Vertimousse, il m'a montré les arbres équipés. Je disais, mais c'est drôle cet outil et tout. Et pouf, Ah oui, après, peut-être tu peux, excuse-moi, expliquer ah en oui, deux mots ce qu'est le pépipiaf. oui, alors c'est un outil de mesure d'une branche de l'arbre. En fait, la branche de l'arbre est en constante, comment dire, elle va se gonfler et dégonfler, je ne sais pas comment dire en fait, elle prendre voilà, comme ça du diamètre ou en perdre en fonction des saisons, du taux d'hygrométrie et du moment de la journée. Et ce qui est assez marrant, c'est que c'est un outil, c'est juste une sorte de petite tige en métal très sensible qui est posée sur la branche et qui va en temps réel mesurer au dixième de micron près cette dilatation de diamètre. Et donc ça permet, normalement c'est un outil professionnel, enfin scientifique au départ, mais qui est quand même utilisé par des gens qui travaillent avec l'arbre, d'une manière soit pour des fruitiers, soit en foresterie, qui va leur permettre d'anticiper des besoins en eau ou des moments apparemment d'éclosion des fleurs, des choses comme ça. Et c'est aussi un indicateur de la bonne santé de l'arbre. Il va monitorer donc un arbre enfin 365 jours par an et on peut avoir des données, même si c'est pas le temps de l'arbre, mais on peut avoir une donnée toutes les 30 secondes. Bon là après il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent toutes les 30 secondes, mais c'est vrai que même en mettant là, j'ai équipé un boulot sur un pas de mesure de 30 minutes, on a des données assez belles, parce que je trouve que quelque part, c'était comme quand j'avais travaillé sur la respiration de l'arbre, on est sur des temps et des organes différents, donc la respiration d'un arbre, il va expirer du CO2, pas comme nous, quelque chose qu'il aurait stocké et expulsé d'un coup, mais il va le faire en permanence, en continu, par enfin, tout son être. Et, euh, et du coup, cette dilatation, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se produit en fonction. En fait, l'arbre, il va être tendu en journée parce qu'il est concentré sur la photosynthèse, et donc toute son énergie va être concentrée sur les feuilles. La nuit, par exemple, les feuilles se relâchent, et donc il va être plutôt concentré sur faire remonter la sève et faire et grossir. Donc du coup, on va avoir une dilatation, on va avoir un grossissement de la branche à ce moment-là. Et donc finalement, c'est comme sa respiration, c'est-à-dire que c'est une sorte de pouls de l'arbre, je trouve, c'est-à-dire que ça donne quand même ces petites dilatations, elles montrent la manière dont c'est un organisme qui va interagir comme ça avec la saison et les moments de la journée. Donc, mais j'ai mis 2 ans à me dire que j'allais me servir de cet outil, quoi. Et voilà, on s'en sert avec Bergner aussi sur des performances en temps réel. Et c'est vrai que j'aime beaucoup parce que c'est très simple à installer, c'est connecté à des réseaux basse fréquence Sigfox et ça permet comme ça d'avoir quelque chose, il y a des diagrammes, autrement c'est très visible tout à coup, même un très gros chêne, on va voir tout à coup ces infimes variations, on peut les voir sur des diagrammes et on peut les traduire après dans plein de méthodes. Et donc, par exemple, avec Per Hübner, qui est artiste sonore, quand vous faites des performances ensemble, ça veut dire que lui va traduire ces diagrammes en composition musicale en fait, alors c'était la première version, mais on trouvait que c'était encore trop anthropomorphisé, puisqu'il y a effectivement un choix de notes ou des choses comme ça. On a essayé plein de choses différentes, et c'est assez marrant parce que ce projet donc, qui s'appelle « Est-ce que les arbres rêvent de CO2 ?» il est très évolutif dans le temps, donc on a pratiqué avec des gens, parce que on invite les gens à s'installer autour d'un arbre qui est équipé, mais on invite aussi une personne à s'équiper d'électroencéphalogrammes. Donc on demande finalement la même chose à un humain et à un arbre, c'est-à-dire qu'on les équipe, bon l'arbre n'est pas volontaire, par contre c'est clair, on ne lui demande pas, mais, et on va, en fait ces variations, elles sont gérées par une intelligence artificielle, et elles vont gérer surtout la spatialisation des sons et leur fréquence.
Et ensuite, les sons, on a opté finalement, après plein d'essais qu'on ne trouvait pas satisfaisants, de prendre les sons du sol. On espère pouvoir le faire avec de la sève en bonne saison, les sons du sol autour de l'arbre. Et c'est ces sons-là qui vont être modulés par l'intelligence artificielle. Et après, Père, il va intervenir plus sur des spatialisations, plutôt sur des résonances ou des choses comme ça, mais il rentre plus dans la composition en fait. D'accord. Et ça, c'est ce que, c'est ce que vous allez proposer le 25 avril, 26 avril, 26 au domaine de Chamarandes. Oui, au domaine de Chamarandes. Oui, oui, c'est une performance pour un tout petit nombre de gens, une dizaine, une douzaine. Et on invite les gens à prendre le temps de s'allonger au pied d'un arbre. Et donc on a la tête, comme ça, les yeux sur toute cette cime, surtout voilà, les branches, les systèmes complexes de l'arbre. Et on écoute ces sons et c'est étonnant, on l'a fait plusieurs fois, notamment dans les pays du Nord, et on a parfois des gens qui rentrent en transe, en fait, c'est assez beau. Nous, on est très occupés, donc on est effectivement concentrés à ce que le résultat a l'air très simple, mais c'est beaucoup de technologie, et que finalement, on arrivait à avoir un résultat qui était assez proche de ce qu'on voulait, c'est-à-dire que les gens tout à coup rentrent en contact avec l'arbre. Ils sont allongés sur ses racines finalement et ils ont un contact spirituel mais qui passe par les sens. Et bien sûr, ce qui est très important, parfois on laisse juste le son ambiant bien sûr être, et c'est plus de nous mettre nous en tant qu'humains. Je pense qu'on a besoin, Baptiste Morisot il appelle ça des décodeurs, mais je pense qu'il y a vraiment, enfin des traducteurs, mais il y a vraiment ça, on a besoin d'une mise, en tout cas moi j'ai besoin d'une sorte de, comme ça, de mise en train d'être dans une préparation physique et mentale pour être dans l'état d'accepter cette relation. En fait, c'est très étrange, mais je ne veux pas le faire comme ça. Il faut vraiment que je sois dans un contexte spécial. C'est assez complexe, voilà. Et c'est pour ça qu'avec Claire, avec toutes ces pratiques, on a commencé à faire ça là depuis 2 ans. Claire Damzin, avec toutes ces pratiques aussi de méditation, d'ancrage au sol, elle me permet aussi d'introduire d'autres notions ou d'autres pièces pour interagir avec les gens, et que eux-mêmes, c'est une sorte d'invitation pour après le faire soi-même sans ces dispositifs qui sont des sortes de béquilles. Mais je pense qu'on en a besoin, en tout cas moi j'en ai besoin, et je pense que ça aide beaucoup les personnes qui pratiquent avec nous pour ensuite pouvoir juste le faire eux-mêmes très simplement quand ils ont envie de réactiver des sensations qu'ils ont eues grâce à ces petits outils et ces petits trucs. Et là, on parlait de cet outil de Baby Piaf, en fait, qui t'a permis de développer plein de pièces sur, en fait, comment nous, en tant qu'humains, on peut ressentir la plante, ses vibrations, enfin, comme tu disais, dilatation, contraction des branches. Donc ça, c'est une recherche que donc tu disais, tu as commencé en 2018, mais que tu continues à mener. Et je pense à une autre recherche que tu mènes maintenant depuis quelques temps autour du pollen avec Nicolas Vizet de Lille, de l'Université de Lille. Et là, d'où est venue cette envie de travailler sur le pollen, notamment le pollen de bouleau, si je ne me trompe pas? Alors, c'est assez marrant. Donc, je travaille, je collabore avec différentes personnes à l'école des Beaux-Arts, donc qui est plutôt à Tourcoing, donc qui est l'école des Beaux-Arts de Lille, et qui est couplée à la fac d'art plastique de Lille aussi. Et je travaille avec différents enseignants qui sont là-bas. Et notamment Nathalie Stefanov qui a fait une thèse justement sur vraiment l'art et sciences, et qui a maintenant une section qui s'appelle PRIST, qui est spécialisée dans ce partenariat-là pour les étudiants des Beaux-Arts. Et c'est en discutant avec elle, parce que évidemment quand j'y vais, j'ai pas trop le temps de partir un peu. Et c'est marrant parce que quand elle m'a présenté Nicolas, au départ il était aérobiologiste, c'est-à-dire... Enfin, non, maintenant il est aérobiologiste, mais non, il a encore changé, je sais plus. Mais en tout cas, il travaillait sur la pollution de l'air, parce que lui-même est asthmatique. On a tous comme ça des clés un peu personnelles. Et c'était très éloigné finalement de ce que moi je pratiquais, mais avec un axe pollen. Et le pollen donc, qui est porté par le vent, donc le pollen anémophile, donc c'est celui-ci qui est allergène. Et même si ça me paraissait très loin, puisque lui, il est chimiste au départ, j'ai trouvé ça intéressant parce que justement, c'était faire une entrée
par le négatif. C'est-à-dire que c'est étonnant, c'est-à-dire que j'ai fait le test après quand il m'a dit fais le test, dis pollen dans une conversation et vois ce que les gens te disent. Et c'est vrai que tout de suite les gens disent allergie, ils disent pas abeille ou moyen de fertiliser de la plante ou des choses comme ça, pas du tout. Ils parlent immédiatement de l'allergie que ça crée. Et donc on a beaucoup. Alors c'était pendant le confinement, on s'est rencontrés donc pas en vrai, on s'est rencontrés à distance et donc on a vraiment commencé à beaucoup parler. Et, euh, et c'est pour ça que Nathalie Stefanov me l'avait conseillé parce que c'était quelqu'un qui avait envie et c'est bien aussi de fonctionner avec des scientifiques en général qui ont un a priori d'envie de travailler avec des artistes parce qu'ils ont justement quelque chose, je pense, d'assez inassouvi dans leur pratique et eux-mêmes ne sont pas du tout praticiens dans ce genre de choses. Par exemple, c'est très différent de Jean-Marc Chomaz qui lui-même a sa pratique, donc il va plutôt être dans des collaborations. Mais là, c'est plutôt de se dire, effectivement, allons-y, on ouvre les portes, qu'est-ce que ça donne et j'ai trouvé ça intéressant justement de prendre à rebrousse-poil ces notions-là parce que voilà, maintenant c'est rentré un peu dans les mœurs, les gens font de la sylvothérapie, ils vont aller faire des câlins aux arbres, des choses comme ça. Et là, tout à coup, qu'est-ce qui se passe quand en fait, a priori, ce que va émettre là pour se reproduire devient, avec notre propre pollution, de plus en plus toxique pour l'humain. Et, et du coup, j'avais ce côté revêche que j'avais, un peu, voilà, qui bloque un peu, que j'avais dans les premiers temps avec les scientifiques, et de me dire, mince, par où prendre ça, comment faire, refaire famille avec, voilà, on tombe dans Donna Haraway, tu vois, refaire famille avec ce pollen qui, a priori, on essaye de l'éviter. Et donc, en discutant avec lui, ce qui s'est passé, c'est pareil. Donc, 2020, tu vois, on est en 2024. Et là, on a en fait, je dis on parce qu'il y a une thésarde, en fait, Clairvy Vanden Bosch, qui travaille justement sur cette idée du One Health, donc un arbre en bonne santé. Donc, en fait, il y a eu aussi une évolution de la science, notamment en Europe, de cette ultra spécialisation des scientifiques qui ne se croisent pas. Parce qu'ils ont déjà tellement de choses à faire dans leur hyper spécialité qu'ils n'arrivent plus à revoir ça dans une globalité. Et je pense que c'est quelque chose que les artistes peuvent et les artistes, souvent, moi j'ai amené des technologies très clairement, indépendamment du projet qu'on avait ensemble, j'ai amené des techniques en fait, voilà, de caméra thermique à Mathias Rillick à Berlin, parce qu'on travaillait dessus avec Claire Damzin à Orsay, des choses comme ça où j'arrivais avec des outils, j'arrivais donc là avec Nicolas, j'arrivais avec les chromatographies de sol. Et que j'ai tout de suite, que là j'ai appliqué au pollen. Des techniques et puis aussi un décloisonnement de la pensée en fait. C'est ça. Et ce qui est assez marrant, c'est que justement je dis mais c'est comme avec Eric Badel, on avait des conversations sur justement par rapport au Piaf, au Pépi Piaf, je lui ai demandé mais est-ce que toi, parce qu'en fait il teste avec des électroencéphalogrammes pardon, mais des aiguilles donc qui sont un peu intrusives il travaille sur des peupliers. Voir les stress, les productions stress, notamment au vent. Donc il les plie, par exemple, pour voir comment l'arbre va envoyer des données en signaux électriques suite à ce stress-là, pour voir comment il génère justement, lui, sa sensation, en fait, du vent, comment il l'aperçoit. Et je lui disais, ces arbres qui sont équipés, donc qui sont en continu suivis en termes de signaux électriques, qu'est-ce qui se passe entre le jour et la nuit? Il me dit, mais écoute, rien. Alors j'ai dit mais c'est étrange et puis après je me suis rappelé, je lui ai dit mais attends, l'arbre dont tu me parles c'est bien, donc c'est des bouleaux hauts comme ça, donc très petits, 40 cm, qui sont en fait produits in vitro, donc c'est des clones, donc ils sont issus d'une boîte de pétri, et ils sont pas en terre, ils sont dans un bain nutritif, ils sont dans un laboratoire et dans une cage de Faraday pour enlever toutes les ondes. Donc en fait on est à l'opposé de l'écophysiologie de l'arbre dans la nature. Et je lui dis, mais en même temps, ça ne m'étonne pas, c'est pas un arbre. Et il m'a dit, zut, t'as raison, c'est pas terrible pour la thèse de mon étudiante. Parce qu'effectivement, ça dit peut-être des choses sur
cet individu-là précisément, mais ça ne dit pas des choses du peuplier qui a poussé au bord d'une rivière. Bien sûr, et puis il faut des relations Voilà, là il est tout seul dans son bain nutritif. Et, voilà. Et donc, et c'est vrai que j'ai rediscuté de ça avec Nicolas pas mal sur l'idée d'individu arbre. Qu'un arbre, c'est certes une espèce, mais c'est aussi un lieu, un âge, voilà. Les arbres sont arrivés par hasard à des endroits, ils ont leur propre vie et ils ont une manière d'interagir avec leur environnement très spécifique. Moi, j'ai 3 tilleuls devant chez moi qui ont été plantés en ligne, hein. Par exemple, donc ils ont le même âge, ils n'ont pas du tout la même taille et ils ne perdent pas leurs feuilles au même moment. Donc, a priori, ils sont dans le même sol, ils ont la même exposition, ils ont été plantés, c'est la même espèce, tout. Et ils ne se ressemblent, mais pas du tout. En fait, c'est pas les mêmes. Et donc là, en fait, cette notion d'individu qui a été évoquée par Claire, parce que c'est le terme scientifique consacré, on parle d'individu, hein, mais ça, je l'ai tout simplement redit au niveau des conversations avec Nicolas. Et lui, il a rapproché de ce concept scientifique qui est en train justement d'être bien développé maintenant de One Health, c'est-à-dire que effectivement, puisque lui il travaille sur la santé humaine par la pollution de l'air, mais que finalement, est-ce que son postulat, c'est est-ce qu'un individu arbre, donc avec son lieu de pousse et voilà son interaction avec le reste de son environnement, en bonne santé, va être producteur de bonne santé pour l'humain, ou est-ce qu'il y a une corrélation en tout cas entre son lieu de pousse, par exemple, ils étudient du coup des arbres qui ont poussé sur des sites très pollués type l'ancien emplacement de Métal Europe, et d'autres arbres qui vont être en forêt. Est-ce que finalement un arbre en bonne santé ne produit pas des choses allergènes, des pollens allergènes, voilà ces choses-là, et que finalement aussi un bouleau qui va pousser à Métal Europe aura peut-être pas du tout la même manière de polliniser qu'un arbre qui est en forêt. Et donc c'est toutes ces questions-là qu'on a discuté ensemble, et il y a vraiment eu clairement comme ça une coévolution du travail sur comment envisager cette recherche d'une manière plus sensible, puisqu'on parle de la sensibilité en plus humaine, là on parle vraiment de quelque chose de très, voilà, de très sensible, qui est très organique et qui nous touche aussi directement. Et alors, toute autre question que je me posais, parce que ce matin j'ai écouté une émission, tu citais Donna Haraway, je suis en train de lire Vivre avec le trouble, et donc j'ai écouté une émission, non pas où elle intervient, mais sur elle. Est-ce que, et on parle beaucoup, depuis quelques années, on va dire, d'écoféminisme, enfin, ça fait longtemps, mais là c'est quand même beaucoup sur le devant de la scène. Est-ce que toi, tu te qualifierais d'écoféministe ou pas du tout? J'y ai pas du tout pensé, c'est vrai qu'il y a... j'étais en train de penser à ça, j'ai oublié son nom, il va falloir que je le redise après, une enseignante justement de Lille qui est aussi artiste, et qui m'a posé la question, parce qu'elle faisait un podcast sur l'écoféminisme, et j'étais là. Alors autant je vois ce que c'est que l'écoféminisme, peut-être qu'à l'époque je ne savais pas aussi bien que ça, mais je me suis pas vraiment mise dedans. Après, si c'est dans la sensation, je sais pas si j'ai une approche genrée en tout cas de ma pratique, je l'ai jamais vue comme telle. Après, est-ce que c'est par contre parce que je suis une femme que j'ai eu cette approche-là? Ça, je peux pas le savoir, tu vois. C'est vrai qu'il y a... si on s'approche des notions du care et tout ça, puisqu'on est en train d'aborder ça avec Nicolas, c'est aussi, peut-être que c'est des notions que moi j'avais jamais abordées directement, tu vois, et c'est peut-être lui qui me les a amenées finalement avec son idée de la maladie, donc ça, c'est un peu flou pour moi, je me revendique pas du tout comme ça. C'est marrant que tu cites cette notion du care, donc du soin, même si le terme en anglais est plus vaste, puisque c'est à la fois prendre de soin et porter de l'attention à, ça, qui est un peu plus large que nous, juste le soin. Parce que c'est une des questions que je me posais au sujet de ton travail, et d'ailleurs que je liais un peu à cette idée d'écoféminisme. Mais écoféministe, alors moi j'aurais pas a priori dit que tu te revendiquais écoféministe, et en l'occurrence c'est pas le cas. Mais le rapprochement avec toute ta recherche sur la colonisation, enfin la plante colonisée,
pourrait le donner à penser, parce qu'il y aurait vraiment, pour le coup, un terreau C'est vrai que important. j'avais lu aussi Edricourt, c'est un anthropologue, et je me rappelle plus de son livre, il faut que je fasse une recherche. J'ai lu ça il y a très longtemps, et qui parlait de la manière de concevoir qu'est-ce que c'était que de travailler avec la plante, pour reprendre les groupes de travail là, qu'il y a à AgroParisTech. Le travail de la plante, que la plante travaille et qu'on travaille avec les plantes. Et que selon les cultures, on n'a pas du tout la même approche. Donc c'était bien d'avoir les études, parce que c'est un bouquin qui est assez ancien. En Asie, par exemple, cultiver la plante traditionnellement, j'entends évidemment, euh, euh, s'entend pas du tout de la même manière que la nôtre en France. L'agriculture, il y a vraiment une notion de domination et d'utilisation qu'il n'y a pas visiblement, lui le dit très bien dans ses livres, dans d'autres sociétés traditionnellement, on travaille plus avec. D'ailleurs, ça relie l'histoire de Hanem, tu sais, la pièce qui est basée vraiment sur les lances du crépuscule de Descola, où il découvre ça, c'est que tout à coup, s'adresser aux plantes, c'est normal, et deux, ça ne veut pas dire que tu es un idiot et que tu crois en n'importe quoi. C'est plus vraiment des croyances profondes et des connaissances profondes qui te permettent d'accéder à cette manière d'interagir avec les plantes. C'est plutôt une ancienne évolution en fait. Et j'aime bien que finalement, pour moi, c'est pour ça que c'était pas si genré que ça. Et après, évidemment, en lisant des livres sur qu'est-ce que c'était que l'écoféminisme, finalement, effectivement, c'est des notions qui sont très abordées dans l'écoféminisme, d'une manière justement no dominante et d'égal à égal et de soins, ou en tout cas, voilà, de cette approche. Et genrée. Mais je me suis jamais positionnée comme ça. Peut-être, tu vois, je suis d'une autre génération, donc c'est vrai que c'est pas des choses que j'ai mis. En tout cas, pour moi, c'est une détermination, quoi. C'est une revendication, tu vois, d'être écoféministe, tu vois. Parce que moi, c'est parce que cet artiste, dont je me rappelle plus, m'a démontré par A plus B dans mon boulot aussi que ça pouvait en être, entre guillemets, mais dans le sens aussi, être écoféministe, c'est une revendication. Moi, je me revendique plutôt comme humain, parce que justement, je pense que je travaille aussi bien avec des scientifiques femmes que hommes, et tous les gens, en tout cas, qui acceptent d'avoir des artistes dans leurs pattes en tant que scientifiques, ils ont déjà cette approche un peu twistée de travailler avec d'autres êtres vivants et que forcément ça permet du coup une appréhension de l'autre être d'une manière plus fine et donc forcément d'une attention plus particulière. Et en ça, je trouve que c'est pas genré, c'est notre culture finalement qui est masculiniste. En fait, c'est pas, tu vois, c'est la culture capitaliste finalement. Je trouve que ça échappe au fait d'être un homme ou une femme au final. Enfin, moi je trouve, hein. En tout cas dans ce domaine-là, hein. Je parle bien sûr de ce domaine très précis. Et autre question par rapport à quelque chose que tu as dit tout à l'heure, ta préhistoire, on va dire, avec ce musée à côté de chez tes grands-parents. Tu as parlé de vernaculaire et c'est vrai que ton travail, il est très lié aussi à des formes vernaculaires, à l'artisanat, tu fais tout, ou presque tout toi-même. Euh, que- D'où te vient cet intérêt? Parce que bon, il y a des artistes qui font eux-mêmes et puis il y a aussi des artistes qui font faire, qui s'associent avec d'autres praticiens, etc. Toi aussi, tu t'es associé avec d'autres Oui, ça praticiens, arrive bien sûr. mais plutôt avec des artisans. Généralement, une céramiste, un maître vannier qui va t'apprendre. Oui, puis après, sinon, c'est bien sûr pour le son, par exemple, c'est vraiment des collaborations avec aussi des approches artistiques de médiums que j'ai pas forcément envie de maîtriser non plus. L'idée, c'est pas de tout maîtriser finalement. Deux choses. Même si je dessine beaucoup avant de me lancer pour faire quelque chose, que ce soit une installation ou un film ou n'importe quoi, j'ai beaucoup de carnets. La forme, elle se définit quand même beaucoup par la matière. Donc je peux pas. C'est très compliqué pour moi d'avoir quelqu'un qui va faire déjà, parce que je veux pas arriver avec un dessin technique où c'est vraiment très compliqué. Donc il y a déjà ce côté que le temps, l'artisanat c'est beaucoup de temps aussi, c'est très lent. Et donc le temps passé à faire, à se tromper
ne pas être professionnelle, parce que du coup je sais faire un peu de tout, mais pas très très bien. Mais cette maladresse-là va induire aussi des formes des pratiques qui vont aussi twister le fait que c'est pas de l'artisanat d'art. C'est parce que justement je ne maîtrise pas si bien que ça. Et aussi parce que ce temps à chercher, voilà, à faire évoluer la pièce au maximum dans l'idée de ma pensée, elle va aussi générer une forme qui m'échappe. Et ça, encore une fois, j'aime bien ça. J'aime bien d'être surprise par mon travail. Et c'est marrant parce que là, tu as employé plusieurs fois le mot temps. Tout à l'heure, quand on parlait de la collaboration avec les scientifiques qui se déroule sur un temps long, on parlait aussi de temps. Et même dans nos échanges, quand on parle d'un autre projet sur lequel on travaille ensemble avec Siana, 2,4 km pour une écologie joyeuse, il est aussi question de temps long. Et c'est quelque chose qui est important pour toi. Oui. Même si tu cours partout tout le temps. C'est ça. Je pense que c'est comme pour avoir un contact particulier avec les plantes. C'est-à-dire que c'est des choses dont je vois la préciosité, tu vois, cette relation et le temps, et qui m'échappent. Encore une fois, ça m'intéresse, tous ces endroits où moi-même, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, je bloque. Et finalement, je suis extrêmement speed, et justement, de me forcer à ces temps longs d'attention. Déjà, ça correspond aussi à mon sujet d'étude, parce que la plante, c'est pas, justement, elle n'est pas dans ses mouvements rapides, en tout cas comparé au temps humain. Et aussi, ça me permet, moi, de m'obliger à cette pause, parce que je pense que c'est vraiment pas du tout une manière de bien penser le monde, finalement, de partir très vite comme ça. C'est vraiment un temps de la superficialité, et on loupe la profondeur. Et donc, tout à coup, cette complexité aussi, parce que finalement, ça induit aussi, quand on travaille pendant 2 ans à faire une pièce, pour résumer ça vite, ça donne aussi des pièces qui peuvent être parfois, ont peut-être une appréhension générale, visuelle très rapide, mais finalement, pour rentrer un peu dans la finesse de la pièce, il faut du temps aussi d'appréhension ou d'écoute. Et finalement, ce qui me plaît là, j'ai réussi à trouver un équilibre entre m'impliquer physiquement et temporellement, et c'est un peu ce que je demande aussi au public. Et finalement, c'est par là que j'espère arriver à ce partage, parce que voilà, je reste quand même toujours une artiste, même si je fais des workshops où je vais interagir avec les gens directement, qui proposent des pièces et que les gens vont pratiquer ou regarder ou appréhender sans moi. Mais j'espère, en tout cas, je leur demande cette attention-là et cette pratique-là. Mais justement, alors est-ce que tu peux nous parler, tu l'as cité tout à l'heure, mais là, ce que tu viens de dire m'y fait penser à tout ce projet que tu as développé qui s'intitule Vertimus. Alors bien, c'est vraiment, c'est grâce à Natacha Duviquet, directrice de Siana, et co-commissaire avec moi de l'exposition, qui m'a proposé, c'est chouette quand ça commence avec des invitations, de travailler avec l'INRA Piaf de Clermont-Ferrand, et plus particulièrement Éric Badel. Pareil, au départ, c'était vraiment important en 2020, mais on s'est rencontrés en ligne, et il était très méfiant, c'était assez drôle, parce que justement commençait la mode, les arbres communiquent entre eux, voilà. Et il était un peu fatigué, il était un peu méfiant, donc c'était assez drôle. Il m'a un peu testé, je me rappelle, ça me fait rire maintenant parce que voilà, on se connaît bien. Et du coup, c'était assez chouette d'avoir. Lui aussi, il est plutôt physicien au départ, c'est-à-dire qu'il a une appréhension, donc il est de l'équipe méca, donc c'est mécanique de l'arbre, mais c'est justement comment l'arbre va percevoir son environnement, notamment justement les vents. Et il m'a encore réaffiné beaucoup de choses sur le comportement de l'arbre dans son environnement naturel. Donc il est aussi écophysiologue, Claire le connaît, Claire Domzin le connaît bien et tout ça. Et tout à coup, il m'a amené cette histoire de temps et cette histoire de perception que je n'avais pas forcément très bien appréhendée dans l'idée du CO2, de la respiration de l'arbre. C'est-à-dire, quand on voit un arbre penché, moi je disais qu'il était penché par le vent. Non, en fait, il a poussé parce qu'il a reconnu la direction du vent permanent, par exemple. Et c'est constamment ces petits twists que moi j'appelle le devenir plante. En fait, c'est vraiment tout à coup ces manières de penser la plante qui vont nous changer. Et donc pour ça, ça a été vraiment hyper intéressant de travailler avec Éric.
Vraiment, donc on s'est beaucoup vu, on se voit moins maintenant, mais on échange toujours directement parce que je continue à utiliser leur technologie et voilà. Et du coup, je fais des rendez-vous d'une journée parfois. J'ai travaillé avec leurs programmeurs, j'ai travaillé avec leur dôme. Et tout à coup, C'est quoi leur dôme? alors leur dôme, c'est un dôme qui a été conçu par le CNES et c'est une sphère de 2 mètres carrés, 2 mètres cubes, qui propose une lumière isotopique, c'est-à-dire qu'on va éclairer une plante dans ce dôme par toute la surface de la sphère pour que la plante ne reconnaisse pas la direction de la lumière. Oui, tu nous en avais parlé, pardon. Voilà, donc c'est le film Vertimousse. En fait, c'est la première chose qu'on a faite ensemble, c'est-à-dire que le Piaf a été connu et devenu un peu célèbre dans le monde de la science parce que c'est eux qui ont découvert que les plantes étaient douées de proprioception. Et maintenant, on appelle ça le sixième sens. Pour moi, déjà, avant de rencontrer Eric, je n'avais jamais entendu parler de ce mot. Donc le PIAF, le labo de recherche à Clermont-Ferrand. Physiologie intégrative de l'arbre en environnement fluctuant. Et proprioception. La proprioception, c'est la conscience. Alors, on met conscience ce qu'on veut, mais c'est juste le fait de savoir, de reconnaître les limites de son corps. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous parce que ça nous permet de nous tenir debout, de marcher et d'attraper des objets. Donc on imagine que pour la plante, c'est pareil, sauf qu'on pensait pendant longtemps qu'effectivement, voilà, on en revient à cette histoire de lumière isotrope, que la plante, au départ, on pensait que la plante, elle poussait en direction de la lumière, ce qui est vrai, mais il n'y a pas que ça. En fait, elle a aussi des statolites qui sont dans des statocytes. Donc c'est des cellules avec des petits grains en suspension qui agissent comme des niveaux et qui permettent de dire à la plante si elle est droite ou non. Donc ça c'est pareil, ça a été découvert au début du XXe siècle, donc ça c'est des découvertes récentes. Et ce qu'on fait en science, c'est qu'on élimine tout ce qu'on connaît déjà pour voir qu'est-ce que la plante fait quand on élimine toutes ces notions-là. Donc on va éliminer la notion de direction de la lumière en l'éclairant de partout. Et on va éliminer la notion de où est le haut, où est le bas, en inclinant la plante d'abord. Donc on va la mettre déjà à l'horizontale. Mais pour que ces cellules n'identifient pas le fait qu'elle est couchée, on va la faire tourner très lentement sur elle-même à raison, c'est un pot, d'un tour toutes les 10 minutes, donc très lentement. Et en fait, ça désoriente la plante. C'est-à-dire qu'une plante, justement, grâce à toutes ces perceptions, normalement, va se redresser. Bon, pour une petite plante, ils ont commencé à faire ça. Il y a un film du début, fin 19e, d'un botaniste allemand, où on voit une impatience se redresser comme ça. Donc on pensait que c'était à la lumière à l'époque. Ensuite, on a découvert que effectivement, c'était aussi ces statocytes qui leur permettaient aux plantes de voir qu'elles n'étaient pas droites. Mais en fait, quand on fait ça à une plante, c'est-à-dire qu'au lieu de se redresser, elle va même se recoucher, en fait, si on la fait tourner, et elle va se mettre parfaitement droite, mais couchée. Et en fait, ça, c'est parce que si on la fait tourner, elle ne sait plus où est le haut, où est le bas. Par contre, elle sait où sont les limites de son corps à elle. Et donc, elle va bien se mettre droite, même si elle est couchée, elle va se mettre droite. Bon, ça ne va pas lui servir à grand-chose. Dans ce système-là-ci, tout va bien. Mais en fait, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à identifier le fait que la plante connaissait les limites de son corps. Et là, ça devient assez vertigineux. Moi, maintenant, j'aime vraiment ça. C'est-à-dire que quand on voit une plante, elle perçoit, et en plus, elles ont des cellules pluripotentes, c'est-à-dire qu'elles vont... pratiquement tout son organisme qui est comme nous le toucher, en fait, elles vont percevoir, grâce à Bruno Mouliat, qui était le directeur du PIAF à l'époque, donc elles perçoivent des couleurs, elles perçoivent des formes par les ombres et les lumières, elles perçoivent les sons, ça on le sait maintenant depuis assez récemment par des études depuis 2015 à peu près. Elles perçoivent les odeurs via les COV et donc elles perçoivent la gravité et elles perçoivent les limites de leur corps. Donc là, on s'approche vraiment de l'animal finalement. Et tout à coup, de savoir que ces plantes qui sont pas douées de mobilité propre et arrivent à faire tout ça en temps réel par tout leur corps, en fait, c'est des sortes d'êtres d'une extrême sensibilité en fait. C'est simplement qu'on ne voit pas leur réaction immédiate. Mais maintenant, ça change notre rapport vraiment au quotidien, moi je trouve, aux plantes. Je trouve ça vraiment passionnant. Oui, mais ce que je trouve
super intéressant dans ton travail, c'est que tu dis que toutes ces connaissances en fait que tu as pu découvrir avec les scientifiques et tout, ça change ton rapport quotidien, Mm. mais dans, dans tes créations plastiques, en fait, tout le monde n'est pas capable finalement de donner à voir à tout un chacun ces connaissances-là et d'aller même au-delà de ces connaissances-là, puisque toi, tu nous permets carrément de ressentir ces connaissances. Tu vois, avec les pièces de posture, les sculptures Vertimus, tu nous fais ressentir ces connaissances-là, ce qu'un scientifique est incapable de nous faire ressentir, mais par vraiment des pièces qui en plus ont une esthétique, qui sont travaillées. Et en fait, c'est par cet aller-retour-là que j'y arrive. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de sortir l'outil scientifique, comme la sphère, par exemple, parce qu'elle est très belle, hein, cette sphère, et de la proposer dans un espace d'exposition. C'est justement, et c'est aussi pour ça que le temps intervient, c'est toute cette digestion que je fais par ma propre compréhension. Je me prends comme cobaye, en fait, et je me dis... Ah, mais c'est génial parce que finalement, la proprioception, c'est comme on danse. Et donc, ça implique aussi notre corps. Et puis, ce que j'ai pas dit, mais avec Claire Damzin, ce qui s'est très vite dessiné, c'est finalement, qu'est-ce qu'on a en commun avec la plante, nous qui sommes des aliens, voilà, réciproquement. Qu'est-ce qui finalement, nous, pourrait être en commun? Qu'est-ce qu'on pourrait faire en même temps, ensemble? Et donc la respiration, ça avait été la première chose. Et tout à coup, de se dire la gravité, la proprioception, eh bien, effectivement, ça, c'est quelque chose qu'on fait en continu sans s'en rendre compte, finalement. On peut le faire avec la plante. Et donc, c'est pour ça que je suis arrivée à ces outils pour se pencher, ces agrès pour... encore une fois, c'est toujours cette idée d'essayer de traduire et de proposer, de mettre son corps en jeu avec la plante. Mais parce que c'est vraiment des choses que j'ai... Voilà, je fais cet aller-retour toujours pour justement éviter l'écueil de simplement prendre des choses, il y a des très belles choses qui sortent du laboratoire et juste de les proposer au public, et ça marche très bien aussi, hein, mais c'est pas ce que j'attends. Non. En fait, ce que j'attends de cette collaboration-là, c'est qu'elle me transforme, qu'elle me bouge moi, et qu'ensuite, ce mouvement, même s'il est tout petit, parce que je travaille pas sur des choses spectaculaires, je le repropose aux gens. Et c'est dans cette digestion-là, je pense que j'ai trouvé une forme en fait. Et c'est aussi pour ça que de plus en plus, lié au fait que j'aime vraiment aussi travailler, il y a une forme de sensualité, j'aime beaucoup les matériaux souples. Tu as vu en fait, d'ailleurs les rares choses que je fais faire, c'est les matériaux durs, le bois, le métal, c'est pas mon truc. Ça m'arrive, mais j'aime pas trop. Et quand je travaille des formes dures, c'est parce que je fais du moulage. En fait, j'ai toujours des twists pour travailler des formes qui sont souples. C'est que de plus en plus je me rapproche, finalement, si on approche investissement du corps humain et cette pratique du fait de main, je me rapproche d'installations praticables, donc presque de mobilier, c'est limite d'une forme de design un peu fragile, certes, mais voilà, on est aux frontières finalement d'une sculpture, c'est peut-être aussi ce côté de ramener de la vie à l'intérieur, c'est-à-dire aussi d'éviter, même si pour Vertimus c'est un mauvais exemple parce qu'il y a des plantes qui sont avec les gens pour comprendre de se pencher avec la plante, mais j'essaye aussi au maximum de proposer des installations qui vont parler de ce qu'on a en commun avec la plante sans qu'il y ait de plantes présentes. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'après, les gens, là, à Chamarande, c'est idéal, parce qu'en plus, après, on a un côté parc paysager avec des arbres qui ont été plantés, et un côté beaucoup plus laissé à lui-même, marécageux, plus aléatoire, avec des plantes qui sont là parce qu'elles ont poussé là, et des arbres qui ont poussé comme ça. Et je pense que c'est le cadre idéal, justement, pour pouvoir faire cet aller-retour, quoi, de pouvoir juste aller convoquer des notions comme ça, d'aller les tester. J'ai une dernière question. La première fois qu'on s'est rencontrés, donc moi je suivais ton travail depuis un certain temps, mais on ne s'était jamais rencontrés. On s'est rencontrés en 2021 peut-être, quelque chose comme ça. Et tu m'as parlé une forme de recherche, je pense que en tout cas un sujet qui t'intéresse, le champ lexical autour du végétal qu'on a, comme se planter, comme végéter, comme être un légume, qui est négatif en fait. Négatif, ouais. Et du coup, végéter, tu peux...
Ouais, c'est quelque chose d'ailleurs qui est pas forcément en anglais, et donc c'est vraiment français. J'ai du mal à le traduire C'est du vrai. coup, parce que Mm. tout plein de en fait ça marche pas. Enfin, Mm. euh, on a effectivement développé en français, et même moi, tu vois, j'ai des choses à des moments, c'est quelque chose d'inconscient. Je pense que ça fait partie de notre culture de relier le système vivant plante à quelque chose de synonyme d'échec. C'est pour ça que se planter, c'est encore plus symptomatique, je trouve, parce que évidemment, la plante ne bouge pas, donc tout ce qui est synonyme comme végété, tout ça, de manque de mouvement, mais qui est synonyme de mort aussi, enfin d'une forme de mort, effectivement, et pas terrible. Mais se planter, je trouve que c'est le plus symptomatique comme étant synonyme d'échec. Alors, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est à l'inverse. D'avoir pu arriver sur Terre avant l'humain, euh, ne pas être doté de mouvement et en même temps d'avoir réussi à évoluer et à perdurer et à coexister tant bien que mal avec les humains qui sont quand même assez destructeurs, je trouve qu'au contraire c'est faire preuve d'une grande finesse. Enfin, pour moi c'est l'évolution vraiment réussie, c'est-à-dire que oui, et donc, cette interrogation-là, elle me permet aussi d'interroger les gens sur nos propres systématiques de langage et aussi sur quel est notre rapport aux plantes finalement. Mm. Et c'est pour ça que c'est un peu provocateur voilà, d'intituler l'exposition Se planter, mais c'est aussi, non, ça fait longtemps que j'appelle mes conférences comme ça Se planter, parce que euh, tout de suite j'ai introduit ça d'une manière très simple. Se planter, ça veut dire quoi en français, quoi? C'est étrange Mm. quand même d'avoir. C'est très très usuel comme Oui, alors formule. que ça peut être tout simplement, enfin, on peut le voir de manière positive, justement, se conjuguer avec la plante, en fait. C'est ça. Ouais. Et oui, c'est aussi pour ça que du coup, ce que j'espère, c'est qu'après les gens finalement réfléchissent à la terminologie et l'entendent dans deux sens. Finalement, Mm. se planter dans l'idée de prendre le temps, puisqu'on parlait de temporalité, et peut-être aussi d'avoir conscience qu'il se passe beaucoup de choses aussi sous nos pieds et que l'origine de la vie sur Terre, terrestre en tout cas par rapport à aquatique, elle vient de la Terre. C'est aussi finalement quelque chose qui est primordial et qui est important de se rappeler. Donc c'est une invitation finalement, se planter. Mm. Dans un sens plus, j'aime pas le mot réussite, mais ouais, plus en harmonie, on va dire.